temps anciens, lorsque j'étais tout neuf, et que Poudlard sortait à peine de l'œuf, les fondateurs de notre noble école de l'unité avaient fait leur symbole. Rassemblés pour la même passion, ils avaient tous les quatre l'ambition de répandre leur savoir à la ronde dans l'école la plus belle du monde. Ah, je suis trompée de vidéo? On va passer au vrai sujet. Bonjour à tous, c'est Madame Pfeffer. Donc aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo particulière sur Harry Potter. Alors attention, je sais, vous allez me dire, je croyais que c'était une chaîne YouTube qui était en rapport avec l'histoire, la géo et la culture. Oui, eh bien Harry Potter, ça fait partie de la culture qu'il faut avoir dans sa vie. Oui, exactement. Cette année, avec quelques collègues de travail, on a décidé d'organiser un EPI, c'est-à-dire partir d'un sujet précis commun qu'on va travailler et qu'on va décliner sous plusieurs disciplines. Ça permet comme ça aux élèves de se rendre compte qu'il y a des liens entre les matières et de voir ce qu'on peut faire à partir d'un sujet. Nous ici, on est parti sur Harry Potter et ça a été partagé avec deux enseignantes de français, une enseignante d'anglais et avec moi-même qui suis donc enseignante d'histoire géo et d'enseignement moral et civique. Ce qui est très bien avec Harry Potter, c'est que ça peut vraiment servir de support pédagogique. Donc là, l'idée, c'est pas simplement de refaire tout l'univers d'Harry Potter, même si ça serait avec grand plaisir que je vous raconterai tout le livre, mais c'est pas une chaîne littéraire. Cette vidéo, elle sera avant tout pédagogique. L'idée, c'est de montrer comment elle peut servir de support de cours, notamment en enseignement moral et civique, pour parler des discriminations. J'adresse une dédicace toute particulière pour remercier mes collègues qui ont participé à l'organisation de l'EPI et qui m'ont permis de réaliser mon rêve de faire une cérémonie de répartition comme si j'étais à Poudlard. J'espère que les élèves de 5e avec qui on a mené cette EPI ont également apprécié. Si ce n'est pas le cas, eh bien ce n'est pas grave. En tout cas, les enseignants y ont pris un grand plaisir. Je crois que c'est très important quand on travaille sur un sujet, eh bien qu'on soit toujours intéressé et motivé par ce sujet parce que ça permet de beaucoup mieux le faire passer. Je reprends ma problématique, comment le monde magique d'Harry Potter permet d'exprimer les différences entre les individus et de montrer également les différentes formes de discrimination. Donc pour ça, on va déjà partir de la définition du mot discrimination. Les discriminations sont des préjugés qui sont fondés sur le rejet de la différence. On va avoir par exemple le sexisme, le racisme, le spécisme, l'homophobie, je reviendrai plus spécifiquement dessus. Dans Harry Potter, les différences, elles existent entre les sorciers et également entre les sorciers et les non-sorciers, un petit peu comme dans notre propre société. Et la loi magique va garantir le vivre ensemble. C'est le cas également donc en Europe par exemple, puisque nos lois garantissent les mêmes droits entre les individus, quelles que soient leurs différences. Comment le racisme est-il dénoncé dans Harry Potter? Pour rappel, le racisme c'est la croyance dans l'idée qu'il existe des races entre les êtres humains et que ces races peuvent être hiérarchisées. Le racisme de type scientifique a été notamment élaboré au XIXe siècle, même si le racisme trouve sa source dans des origines beaucoup plus lointaines. C'est notamment sur cette base que les Européens se sont permis d'aller coloniser les pays d'Amérique ou d'Afrique et de mettre des sociétés en esclavage, en partant du principe que l'homme blanc était supérieur à l'homme noir. Pourtant, quand on y réfléchit, tous les hommes descendent de la même race, c'est-à-dire qu'on est tous issus de l'Homo sapiens, et les différences qui existent entre les individus sont simplement des différences de gènes et d'origine géographique. Alors, dans Harry Potter, le racisme s'appuie sur le sang. On a des sorciers qui sont classés en fonction de leur degré de magie. On va avoir par exemple les sangs purs, donc qui sont eux issus de sorciers, c'est-à-dire qu'il y a un sorcier et une sorcière qui ont eu un sorcier. On va avoir les sangs mêlés, où là on va retrouver un sorcier qui a eu un enfant avec quelqu'un qui n'a pas de magie. On a ensuite trois catégories, on a les moldus, alors ça ce sont ceux qui n'ont absolument aucune magie. Les craquemolles, ce sont ceux qui ont des parents sorciers mais qui n'ont pas de pouvoir magique. Et les sangs de bourbe, qui ont eux des parents qui sont des non-sorciers mais qui ont des pouvoirs magiques. Et tout en bas de la grille, on a les créatures et les animaux fantastiques. Alors, le racisme dans Harry Potter, on le voit surtout avec la manière dont se comportent les sangs purs, et principalement avec l'exemple à l'école de Drago Malfoy, qui insulte Hermione Granger en la traitant de sang de bourbe, c'est-à-dire une sorcière dont les parents ne sont pas issus du monde de la magie. Personne ne t'a demandé ton avis, espèce de sang de bourbe. C'est d'ailleurs très intéressant cette notion de hiérarchisation entre le sang, puisqu'on peut faire une comparaison entre le racisme des sorciers et l'idéologie des nazis. Voldemort représenterait Hitler, donc un dictateur fou et sanguinaire, qui est en réalité un sang mêlé mais qui est obsédé par la pureté de la race, et qui voudrait donc que les sangs purs accèdent au pouvoir, un petit peu comme Hitler voulait que l'idéologie de la race aryenne, prétendument pure, accède également au pouvoir, et les mange-morts seraient la comparaison avec les SS. Ensuite, comment le monde magique d'Harry Potter montre l'inégalité entre les hommes et les autres espèces animales? Alors, cette discrimination s'appelle le spécisme. Ça vient du mot latin espèce, qui désigne le fait de considérer que l'espèce à laquelle appartient un animal permet d'établir des critères, notamment pour pouvoir définir des droits. Le concept a été forgé dans les années 1970 en reprenant les termes de racisme et de sexisme
et il dénonce l'idéologie selon laquelle les êtres humains seraient supérieurs aux autres espèces animales. Donc en France, il a fallu attendre la loi de janvier 2015 pour que l'animal soit considéré comme un être doué de sensibilité. Avant, on le considérait comme un meuble, c'est-à-dire un petit peu comme les esclaves, avant qu'ils soient considérés comme des êtres humains qui peuvent avoir des droits. L'objectif de cette loi était de faire évoluer les mentalités pour une meilleure prise en compte du bien-être animal. Bah oui, c'est vrai, elle est comme nous, Edwige. Elle est douée de sensibilité, mais très sensible. Dans Harry Potter, les créatures magiques sont contrôlées par le département de contrôle et de régulation des espèces magiques. Les sorciers sont supérieurs et ils possèdent des droits par rapport aux autres êtres magiques. Ce qui explique pourquoi, par exemple, les elfes de maison sont considérés comme inférieurs et assimilés à des esclaves. Dans les films, on les voit et on en parle puisqu'on va prendre le personnage de Dobby qui va récupérer sa liberté lorsque Harry va lui donner une chaussette puisque c'est la manière pour que les elfes puissent trouver leur liberté. Pour autant, on ne parle pas tellement finalement de ce statut d'esclave qu'ont les elfes. Offensez Dobby? Dobby connaît votre grandeur, monsieur, mais jamais encore un sorcier ne lui avait demandé de s'asseoir, comme s'il était son égal. Oh, vous ne connaissez pas beaucoup de sorciers aimables alors? Alors que dans le livre, c'est quand même quelque chose qui est très abordé et très développé par l'auteur, puisque Hermione va notamment créer une association pour pouvoir défendre les droits des elfes qui s'appelle la SAL, donc Société d'aide à la libération des elfes de maison, et elle tente comme ça de libérer des elfes en cachant des vêtements un petit peu partout dans Poudlard, qui sont récupérés par Dobby, puisque les elfes de maison, eux, la voient un petit peu d'un mauvais œil, tout simplement parce qu'ils n'ont pas conscience de ce statut d'esclave. Dans les animaux fantastiques, on a le personnage de Norbert Dragono, qui est un personnage qui est assez intéressant, qui a été un élève à Poudlard, qui était très intéressé notamment par les cours de soins en créatures magiques, et qui a ensuite été embauché au département donc, de contrôle et de régulation magique, où il s'est un petit peu ennuyé, qui est ensuite parti faire un tour du monde, découvrir de nouvelles créatures, et il a également rédigé un ouvrage qui est une sorte de petit manuel ou de précis sur les animaux et les créatures fantastiques, avec un petit peu tout ce qui va concerner leurs lois, leurs droits, et qui va les répertorier. Donc c'est très intéressant, alors pour le monde d'Harry Potter, mais si on fait un comparatif avec notre propre univers, ça reprend un petit peu ce que les associations animalistes essayent de construire en mettant en avant le fait que ce n'est pas parce que les animaux sont une espèce différente de celle de l'homme, eh bien qu'ils doivent être écrasés ou qu'ils ne doivent pas avoir de droits et qu'on peut se permettre tout et n'importe quoi avec eux dans la société. Ensuite, une autre discrimination que je voudrais aborder, c'est le sexisme. C'est le fait de considérer qu'un sexe est supérieur à un autre. Donc le plus souvent, c'est surtout le fait de considérer que le sexe masculin est supérieur au féminin, ce qui légitime le patriarcat et l'inégalité entre les hommes et les femmes. Alors, même si l'égalité des droits progresse depuis plusieurs années, on constate qu'il existe encore des inégalités, notamment au niveau salarial, et également dans le fait que les femmes accèdent souvent moins facilement à des postes à responsabilité, pour X ou Y raisons. À cela s'ajoutent les violences faites aux femmes, qu'elles soient d'ordre physique, verbal ou sexuel, et qui commencent à être dénoncées, mais qui pourtant restent encore trop souvent banalisées. Et la charge mentale qui pèse aussi sur les femmes à la maison. Dans Harry Potter, il n'y a pas vraiment de sexisme. Ce qui est plutôt intéressant, c'est ici de voir le personnage d'Hermione, alors non pas en tant que personnage, mais l'actrice qui incarne Hermione, Emma Watson, puisqu'elle est engagée aujourd'hui dans la lutte contre les violences faites aux femmes et pour le droit des femmes à l'égalité. Elle a été nommée ambassadrice d'ONU Femmes et elle s'est investie dans la campagne He4She qui défend le fait que les femmes doivent pouvoir avoir les mêmes droits que les hommes, que ce soit de corps ou de salaire. Et elle lutte également contre le harcèlement des femmes de manière générale. Feminism, by definition, is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. And I think it is right that I am paid the same as my male counterparts. I think it is right that I should be able to make decisions about my own body. Emma Watson, elle a su sortir du simple personnage d'Hermione, même si Hermione était déjà un personnage qui était très engagé. En tout cas, on voit que même son actrice, eh bien, est aujourd'hui une fervente représentante du mouvement féministe. Alors je vais pas passer en revue toutes les discriminations qui existent, mais en tout cas une que je voudrais vraiment aborder, c'est l'homophobie. C'est le rejet et le mépris de toutes les personnes qui appartiennent à la communauté LGBTQ+. Lesbiennes, gays, bi, trans, queer et toutes les autres sexualités qui sont en dehors de l'hétérosexualité. Dans Harry Potter, on n'a pas de personnages qui sont homosexuels. Et il y a quelques années, lors d'une interview, J.K. Rowling a révélé l'homosexualité de Dumbledore, en disant « J'ai toujours pensé que Dumbledore était gay ». Dans le livre, on ne lui connaît pas véritablement de relation amoureuse, mais on parle d'une relation fusionnelle avec son ami Gellert Grindelwald. Du coup, lorsque les Animaux Fantastiques sont sortis, les fans s'attendaient à trouver une histoire d'amour entre les deux hommes.
Or, le réalisateur David Yates a répondu qu'il n'y aurait pas de scène explicite entre les deux hommes, c'est-à-dire de scène qui montreraient directement cette relation. Dans leur film, l'amour est finalement sous-entendu, on voit simplement une scène où ils sont tous les deux en train de se voir au travers du miroir du Rizel. J.K. Rowling a reçu énormément de critiques de la part des fans, en raison notamment du choix qui a été fait par le réalisateur, puisque les fans avaient envie d'avoir un personnage homosexuel qui pourrait représenter la diversité au niveau de la sexualité, et qui serait le représentant de la communauté LGBTQ+. L'auteur d'Harry Potter a reçu des critiques assez virulentes sur Twitter où on lui reprochait sa lâcheté pour avoir privilégié des intérêts financiers et politiques. Or, je ne suis pas véritablement sûre qu'elle ait eu complètement son mot à dire face à l'industrie cinématographique et à la production qui pèse quand même très très lourd dans les décisions. Je ne sais pas ce qui relève du choix des scénaristes ou des auteurs, mais je pense qu'ils sont quand même assez inférieurs par rapport à ceux qui véritablement ont le capital financier. Toujours est-il que la polémique est quand même assez intéressante parce que le choix qui a été fait par David Yates de ne pas montrer explicitement de scènes homosexuelles montre qu'en réalité cela reste un tabou, alors que c'est pourtant assez intéressant de pouvoir aujourd'hui montrer la diversité aussi bien en termes de couleurs qu'en termes de sexualité à travers les romans ou à travers les films. D'ailleurs, si on regarde l'univers des fanfictions, donc qui sont en général des réécritures de romans faites par des fans, il y en a énormément sur l'univers d'Harry Potter et très souvent les fans aiment beaucoup mettre en scène le couple Harry et Drago Malfoy. C'est un couple assez intéressant et même assez cohérent dans l'univers des fanfictions, puisque le personnage de Drago, qui apparaît un peu comme le méchant des livres, qui est pourtant un personnage ultra intéressant, en plus d'être un personnage très très mignon, parce que c'est un personnage qui permet de traiter du repentir, du fait de ce qui relève finalement de son choix, de son éducation, du fait qu'il se comporte de manière assez méchante et assez raciste, peut-être parce qu'on lui a pas simplement appris à être tolérant dans sa vie, et finalement le couple mis en scène par les fans relève peut-être simplement d'une envie de voir de la diversité au niveau des relations entre les personnages, mais également de tout ce que ça va pouvoir traiter en matière d'acceptation de l'autre et de tolérance. Voilà, ce sera un petit peu tout pour le sujet. J'espère un jour que mes collègues et moi auront l'occasion d'emmener les élèves visiter les studios d'Harry Potter à Londres. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo spéciale sur Londres, Harry Potter, les studios, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Ça n'a absolument rien à voir avec la thématique de la chaîne, mais je ferai une exception pour Harry. Merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt pour une prochaine vidéo.